Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Nadège l'Espagnol, directrice du département Climate Data Analytics chez EcoAct. Avec elle, on verra comment l'analyse des données climatiques peut faire progresser les entreprises dans leurs objectifs environnementaux. Notre débat il portera sur les conséquences de cette sécheresse hivernale, mois de février record. Malheureusement, on dévoilera des solutions de gestion de l'eau d'Unabiz et de l'université Paul Sabatier de Toulouse. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir Coup de pouce POU2SE, une carte de ticket restaurant engagée dans le financement de projets de résilience agricole. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Nadège l'Espagnol, bienvenue. Merci. Vous êtes donc directrice de ce nouveau département créé chez EcoAct, département d'analyse de données climatiques. On va évidemment y consacrer l'essentiel de cette interview. D'abord, on rappelle quels sont les métiers d'EcoAct, cabinet de conseil international spécialisé dans la lutte contre le changement climatique, c'est ça? Tout à fait. Donc EcoAct, en fait, c'est 360 collaborateurs. Dans plusieurs pays dans le monde. Donc ma fonction est globale et pas uniquement centrée sur l'activité française. Et on intervient effectivement chez nos clients sur tout secteur. On a à peu près 3000 missions à notre actif depuis la création en 2006. Donc une grosse expertise autour effectivement de l'accompagnement des clients dans la mise en place de stratégies de décarbonation. Depuis 2020, EcoAct a intégré le groupe Atos, qui est un leader mondial de la transformation digitale. Et donc, et c'est pour ça que vous êtes arrivé chez EcoAct, il y a quelques mois, vous venez de créer ce département d'analyse de données climatiques. Est-ce que les deux informations sont liées? Est-ce que le fait que EcoAct ait intégré le groupe Atos a aussi poussé à la création de ce nouveau département? Sans doute, alors peut-être pas de manière forcément évidente, mais clairement, mon arrivée permet justement de créer cette articulation qui a peut-être manqué depuis le rachat d'EcoAct par Atos depuis 2020. Et effectivement, j'ai beaucoup travaillé ces dernières semaines dans la création de ces synergies, de cette articulation pour trouver les bons experts, notamment en matière de big data, d'utilisation de l'intelligence artificielle pour justement m'appuyer sur ces expertises-là. Alors, pourquoi cette création? C'est quoi l'objectif, la mission de ce nouveau département chez EcoAct? Alors, EcoAct, c'est beaucoup d'expertise, des personnes qui connaissent très bien leur métier, qui ont développé déjà des outils. Et en fait, l'idée, c'est de centraliser toute cette information, capitaliser sur l'information qui a été collectée au cours de ces 3000 plus missions. Pour justement, on a une mine d'or d'informations et l'idée c'est vraiment de créer de la valeur autour de cette information et mieux accompagner nos clients forts de cette valeur. Donc c'est vraiment un objectif de centralisation et de capitalisation. Et alors de quelles informations, de quelles données on parle? Peut-être, je ne sais pas si vous avez un exemple d'entreprise en tête, mais de quelles données on parle? Le cœur de métier d'EcoAct, c'est surtout autour de l'analyse du bilan carbone, l'analyse des empreintes carbone des entreprises, des différents scopes, donc des émissions directes, indirectes. Et donc, essentiellement, le cœur de l'information, ça va être autour de l'exploitation de ces données-là. Donc, typiquement, on a référencé à peu près 150 sources d'informations. Quand je dis sources d'informations, c'est pas données, c'est des sources d'informations avec beaucoup de données à l'intérieur. On peut, par exemple, regarder les données de facteurs d'émission qui permettent justement d'évaluer quand on analyse une matière première ou un service, l'empreinte carbone associée à cette analyse. Et l'objectif, effectivement, c'est d'automatiser, de standardiser l'analyse d'empreinte carbone en allant chercher les bons référentiels, par exemple les référentiels de l'ADEME ou du EFRAP, pour en citer quelques-uns. Et donc ça permet, vous nous disiez, on a une mine d'or qui était un peu sous-utilisée. Donc ensuite, quelle utilisation justement peuvent en faire les clients d'EcoAct? Eh bien, déjà, pour s'assurer... il y a un gros sujet autour de la crédibilité
l'information qui est notamment reportée par les entreprises sur les émissions, si on reste sur ce sujet-là. Oui, le soupçon de greenwashing, une partie des clients qui sont toujours un peu dubitatifs face aux objectifs ou aux actions annoncées par les entreprises. Donc là, c'est de la preuve, quoi. C'est de la preuve, métrique. Et puis c'est aussi une aide justement pour éviter d'en arriver là. Et s'appuyer sur cette expertise, ces sources d'informations qui sont spécifiques. C'est assez complexe finalement, l'empreinte carbone, ou une analyse de cycle de vie d'un produit, parce que c'est vraiment spécifique à des secteurs d'activité, à des typologies d'entreprises. Et l'idée vraiment, c'est d'affiner nos analyses pour justement s'assurer que l'information qui est reportée par nos clients soit fiabilisée au travers de cette information. Il y a effectivement les objectifs de décarbonation dont on parle, il y a aussi les objectifs de biodiversité. Est-ce que c'est plus difficile justement à modéliser, à comptabiliser quand on parle de biodiversité? Disons qu'on a peut-être un train de retard sur la partie biodiversité. Il existe beaucoup de sources d'informations. D'ailleurs, on sait aller les chercher et les exploiter. Par contre, c'est vrai que la finesse de l'information n'est pas encore au même niveau que celle qu'on peut avoir sur la partie analyse des émissions. Et typiquement, notre travail, c'est vraiment de chercher à rendre l'information plus spécifique. Encore une fois, des localisations géographiques, par exemple, pour pouvoir l'exploiter de manière plus fine par rapport à des besoins d'entreprise. Ces données qui étaient un peu dormantes, vous leur donnez du sens, en quelque sorte, on peut dire ça? Oui, en fait, la donnée, c'est une chose, donc elle permet essentiellement de faire du reporting et de mesurer pour mieux agir. Et quand on dit mesurer pour mieux agir, derrière, il y a des moteurs de calcul, des modèles qui permettent justement de définir des trajectoires, de contrôler effectivement comment on avance par rapport aux cibles qu'on se fixe. Aux objectifs, oui. Aux objectifs qu'on se fixe. Et aussi de créer des bases d'actions de réduction pour pouvoir aussi accélérer l'accompagnement des entreprises sur ces sujets. Est-ce que c'est aussi, on sait que, il y a des réglementations qui se mettent en place au niveau français, au niveau européen. Est-ce que c'est aussi un outil pour les entreprises, pour se mettre d'équerre, pour mieux respecter ces évolutions? Tout à fait. On sait très bien que les régulateurs jouent un rôle moteur justement pour les entreprises, y compris les institutions financières surtout, pour justement faire avancer les choses et accélérer ces développements. Vous parlez de modélisation prédictive aussi, j'ai vu ça en préparant l'émission. Alors je vois bien ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que vous allez permettre de mieux prévoir aux clients d'EcoAct en fait? Typiquement, il y a des exercices qu'on appelle analyse par scénario, qui permettent justement, au travers de l'utilisation de différents scénarios de référence, ceux du GIEC ou de l'IEA, de définir les trajectoires et mesurer l'impact finalement sur l'activité des entreprises ou sur les portefeuilles des institutions financières, les portefeuilles des assureurs, pour mesurer l'impact effectivement, par exemple, d'aléas climatiques physiques sur leur activité. Et donc, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de partir de ces analyses qui sont purement climatiques ou scientifiques et les traduire sous forme d'impact en termes de coûts, en termes financiers, pour pouvoir justement agir et s'assurer que l'entreprise se transforme dans de bonnes conditions. Il y a même, je crois qu'elle a été créée il y a quelques mois, une plateforme dédiée à la gestion des risques liés au changement climatique qui a été créée, c'est ça? Oui, c'est d'ailleurs une plateforme qui connaît un succès vraiment assez intéressant. Qui vise justement à collecter l'information autour des 28 aléas climatiques qui sont exigés par la taxonomie européenne. Et ces aléas climatiques, on mesure l'impact sur des localisations précises
Donc on récupère les localisations, par exemple des biens ou du patrimoine immobilier ou des sites des entreprises pour aller évaluer si ces sites sont à risque et définir effectivement des plans d'action pour réduire ces risques. Un dernier mot, vous avez dit que votre responsabilité, votre action, elle était globale. À quel point l'approche elle est pluridisciplinaire? C'est-à-dire à quel point vous travaillez avec les autres experts d'EcoAct? Eh bien, oui, même s'il y a toujours des spécificités locales, d'ailleurs même réglementaires entre l'Europe et les États-Unis, c'est assez connu, donc ça fait partie de nos sujets. Typiquement, on a beaucoup de synergies et de similarités. On va dire le cœur de l'activité reste le même. Il y a un élan européen qui est beaucoup plus avancé peut-être par rapport à d'autres régions du monde. Et mon idée aussi, c'est d'activer la partie plus analytique chez nos confrères, notamment aux US, au Canada. Donc on a des discussions en cours sur ces aspects-là. Oui. Merci beaucoup Nadège l'Espagnol et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. On va parler malheureusement des conséquences de cette sécheresse historique du mois de février. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le mois de février est malheureusement historique, c'est la sécheresse en plein hiver, la France en état d'alerte. On en parle dans ce débat avec Patrick Cazon, bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes directeur général France d'Unabiz et puis avec nous en duplex Magali Gérino, bonjour, bienvenue à vous aussi. Vous êtes enseignante chercheuse à l'université en écologie à l'université Paul Sabatier de Toulouse. On va découvrir les solutions que vous proposez pour économiser, pour gérer cette ressource qui se raréfie. Alors qu'en France, on s'est souvent, peut-être à juste titre d'ailleurs, cru ou vu béni des dieux, et puis la situation est en train de changer. Unabiz, pour commencer, votre métier, sont les objets connectés, on peut dire ça ? Oui, on peut dire ça, on peut résumer ça comme ça. Donc effectivement, Unabiz est un groupe mondial qui est fournisseur de solutions sur le marché de l'Internet des objets, c'est-à-dire qui conçoit des solutions, qui conçoit des objets, qui fabrique des objets et qui utilise aussi de la connectivité dite bas débit, 0G, pour accompagner les entreprises et les organisations dans une croissance durable. Ouais. La question de l'eau, on va vraiment parler essentiellement de ça dans ce débat, sont les solutions liées à l'eau, vous en proposez depuis longtemps ou c'est finalement un nouveau business ? Oui, heureusement, les entreprises et les collectivités locales, notamment en France, utilisent. On ne peut gérer que ce qu'on peut mesurer. Oui. Et donc, commencer à mesurer à travers des compteurs d'eau pour remonter des informations, ça existe depuis plusieurs années, donc on sent une accélération. Et effectivement, on reparlera de ce qu'on a mis en place et des économies d'eau qu'on peut générer grâce à ce type de technologie ou de solution d'Internet des objets. Oui, parce que je voulais évidemment donner aussi la parole tout de suite à Magali Gérino pour que vous nous présentiez cette alternative que vous êtes en train de tester, de mettre en place en matière de recyclage de l'eau. De quoi s'agit-il ? Oui, bonjour, merci de cette invitation. Effectivement, nous, on a l'idée de promouvoir le recyclage de l'eau avec des procédés de traitement des eaux usées domestiques bas coût, parce que effectivement, aujourd'hui, ce recyclage et la mise à disposition de cette nouvelle ressource en eau, eh bien, elle est rentable à partir du moment où le procédé de traitement n'est pas trop coûteux en énergie, en maintenance, etc. Et on a une plateforme de filtre à titre de démonstrateur pour apporter la preuve du concept sur ces procédés de traitement verts qui mettent en œuvre la biodiversité, en fait, la biodiversité pour nous aider à épurer les eaux qui arrivent. Alors donc on a vu une image rapidement de ces filtres. Est-ce que vous pouvez peut-être nous les décrire et puis peut-être commencer à nous dire, parce que ce qui est surprenant, étonnant, c'est le rôle joué par les vers de terre dans ce procédé. Oui, alors ces filtres,
sont des procédés qui sont utilisés depuis longtemps, en fait. On sait que les sols drainent les eaux et les épurent déjà grâce aux micro-organismes qui sont à l'intérieur. À Toulouse, on avait la prairie des filtres qui permettait d'alimenter la ville en eau épurée de la Garonne. Aujourd'hui, les filtres sont plantés pour améliorer encore le procédé, permettre l'infiltration plus facile de l'eau dans ces sols. L'idée là, aujourd'hui, l'innovation dans ces procédés, c'est de venir y rajouter des vers de terre qui vont faire comme un réseau de galeries, comme des canalisations qui vont permettre à l'eau de diffuser dans l'ensemble du sol et donc avoir un volume utile beaucoup plus performant dans ces filtres. Je reviens vers vous dans un instant, évidemment, on va continuer d'expliquer comment ça fonctionne. Patrick Cazon-Unabise vient d'annoncer un partenariat avec Sogedo, c'est le premier distributeur indépendant d'eau en France. De quoi il s'agit ? C'est quoi l'objectif ? En fait, Sogedo utilisait depuis plusieurs années déjà une technologie qui est la technologie Sigfox pour connecter ses compteurs à eau. Et donc, on a décidé ensemble de continuer et d'accélérer. Aujourd'hui, ils ont mis en place pas loin de 20 000 compteurs à eau chez un certain nombre de clients, notamment des collectivités locales, qui leur a permis, par exemple, sur 2022, d'économiser, en trouvant à peu près entre 500 et 1000 fuites d'eau, d'économiser 90 000 mètres cubes d'eau, ce qui correspond à 30 piscines olympiques, pour vous donner une idée. Ouais. Donc, c'est de continuer à accélérer en rajoutant certains capteurs, comme par exemple la qualité de l'eau ou la pression de l'eau. Voilà, comme je le disais en introduction, on ne peut gérer que ce qu'on peut mesurer. Donc, en digitalisant et en mettant des capteurs pertinents, on peut remonter de la data qui permet d'anticiper, d'économiser l'eau. Est-ce qu'on, j'imagine que oui, mais est-ce qu'on peut évaluer, est-ce qu'on évalue la quantité d'eau gaspillée comme ça à cause de fuites non détectées ? Oui, y a des chiffres qui circulent en France notamment. Je crois qu'il est acté de dire que sur tout le territoire national, il y a à peu près 20% de l'eau qui est perdue à travers des canalisations qui sont usées, qui sont mal maintenues, etc., etc. Donc la mise en place de compteurs connectés permet de détecter ces fuites. Mais est-ce que cette eau, elle retourne au sol ? L'eau perdue. Oui, elle retourne au sol. Oui. D'accord. Mais là, ça permet donc de faire des économies aussi financières. Oui, c'est surtout des économies financières et puis une meilleure gestion de l'eau, plus virtuose, parce que effectivement, même si c'est un distributeur d'eau, il s'occupe aussi, bien évidemment, de gérer l'assainissement de l'eau et de recycler cette eau. Donc, il y a quand même un process relativement vertueux pour conserver cette eau. Donc c'était important. C'est signé pour 10 ans, donc c'est un contrat assez important, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que les entreprises, on en parle beaucoup actuellement, c'est d'actualité, ça va accélérer ce qui est déjà mis en place, mais il y a plein d'entreprises, notamment Sencrop dans le monde de l'agriculture, qui mettent en place ce type de capteurs pour aider les agriculteurs à mieux gérer notamment la partie pour arroser les terrains et savoir où il y a une sécheresse hydrique, où l'humidité, où sont les points de rosée. Et ça, c'est une meilleure gestion. Ça participe à une meilleure gestion de nos ressources. Ouais, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a annoncé, je crois que c'était le 23 janvier dernier, une sorte d'éco-watt de l'eau. De quoi il s'agit et puis quel rôle vous pourriez jouer dans un cadre comme celui-là ? Alors, je ne connais pas exactement l'éco-watt de l'eau que M. Béchu a annoncé. Je crois qu'il y avait un article encore ce matin sur Le Monde. Mais en tout cas, oui, Unabise participe déjà en mettant en place des points de mesure qui permettent de mieux gérer ça. C'est-à-dire que d'avoir des informations et de remonter des datas sur le sol, sur les canalisations, sur ce type de ressources, nous permet de mieux gérer, de mieux anticiper et d'avoir une vision de planification des ressources qui est quand même plus pointue.
Jusqu'à présent, en tout cas notre génération, on a vécu on faisait pas tellement attention à l'eau, à l'électricité. On arrive maintenant à une époque où il faut prendre soin de ses ressources, et pour prendre soin de ses ressources, il faut qu'on puisse les mesurer, récupérer cette data pour mieux les gérer. Magali Gérinot, vous parliez de preuve de concept tout à l'heure. Vous en êtes où de la mise en œuvre de cette solution, et peut-être aussi quels sont les freins au déploiement de votre innovation? Mais en fait, je dois dire que ce dispositif-là qu'on a sur le campus de l'université Paul Sabatier, c'est quelque chose qui a été financé dans le cadre d'un projet Interreg Sudway Transnet, qui vise à développer ce qu'on appelle des laboratoires ouverts pour l'innovation. Alors, dans le dispositif Néocampus, qui est un rassemblement de scientifiques de l'université de Toulouse 3, on essaye de rassembler des chercheurs de différentes disciplines pour faire avancer l'innovation, donc là, au service du recyclage de l'eau. Et dans ce projet Transnet, l'idée, c'était de faire des living labs pour les différentes ressources, comme l'électricité, par exemple. Mais bon, concentrons-nous sur l'eau. Nous, on a des filtres qui fonctionnent déjà, on le sait, grâce aux plantes et aux micro-organismes. L'innovation que l'on essaye de montrer, c'est comment les invertébrés sous la forme de vers de terre vont permettre de filtrer plus rapidement, d'améliorer les performances de ces filtres, si bien qu'on va pouvoir avoir des systèmes plus compacts qui vont se loger plus facilement dans les quartiers, en zone urbaine, mais aussi sur le reste des territoires. En fait, le principal frein sur le déploiement de ces technologies vertes, c'est l'emprise au sol. Et donc, notre objectif, là, c'est vraiment d'améliorer encore les performances des filtres qui fonctionnent déjà pour pouvoir réduire leur emprise au sol et faciliter leur déploiement. On est sur une démarche, en fait, de biomimétisme. On essaye de prendre ce qu'on a compris qui fonctionne dans le milieu naturel et de l'implanter dans ces systèmes pour en améliorer les performances. Merci beaucoup. Smart Ideas avec Sofia Akhmatova, bonjour, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de Coup de pouce, POU2SE, puisqu'on va parler d'agriculture. Vous l'avez créé au sein de la cellule innovation de Groupama Rhône-Alpes avec Roch Duverdier. Peut-être il faut expliquer comment ça marche cette cellule innovation. Donc c'est de l'intrapreneuriat. Vous pouvez arriver avec vos idées et puis ensuite on choisit les plus développables, c'est ça ? Alors en fait, c'est un spécifique à Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Ouais. Nous, on est basé sur Lyon. Et chaque année, Groupama donne la chance à un binôme. Donc ils choisissent juste une personnalité. Et on a 6 mois pour trouver une idée, aller sur le terrain. Donc moi, j'ai commencé en mars 2022, il y a un an. Et donc mon objet d'étude, c'était la gestion des aléas climatiques et financiers en agriculture. Ouais. Roch m'a rejoint au bout d'un mois et demi. Et donc on a eu cette idée, on est parti vivre en fait en immersion avec les agriculteurs et agricultrices. Au bout de quelques mois, on a eu cette idée, on l'a présentée à la direction de Groupama. Ils ont bien aimé l'idée et maintenant ils sont sponsors et ils financent notre projet. Et donc maintenant, elle se développe. Et donc cette idée, c'est une idée de titre restaurant, de ticket restaurant spécifique, c'est ça ? Exactement. Alors après avoir vécu donc, avec les agriculteurs et agricultrices, on s'est rendu compte qu'il y avait un décalage entre nous, consommateurs, qui achetons les produits, et ceux qui les produisent. Et on voulait vraiment reconnecter l'alimentation et les exploitations via un levier un petit peu innovant, en l'occurrence le titre restaurant,
Et donc le consommateur, en l'occurrence le salarié, pourrait vraiment agir et soutenir donc les producteurs grâce à notre titre restaurant. Donc ça, c'était vraiment l'idée qui est née de cette immersion et de ces rencontres. Ouais. C'est le levier collectif en quelque sorte qui vous intéresse parce que vous l'avez modélisé en quelque sorte, ce levier, parce que c'est un énorme marché, les tickets restaurants. Exactement. Alors on s'est beaucoup inspiré, nous, d'idées comme Green God, Time for the Planet, et on est persuadé que la force du collectif est vraiment exceptionnelle. Et donc on l'a vu aussi au sein de Groupama, beaucoup de gens ont envie d'agir, mais parfois on ne sait pas vraiment où commencer. Et donc nous on propose un geste simple, le paiement par titre restaurant, donc cette carte, on ne crée pas de besoin, et chacune en l'utilisant pourrait avoir un impact. Et donc nous on s'engage coup de pouce à financer avec une partie donc, du chiffre d'affaires des projets de résilience agricole, mais les salariés, les entreprises peuvent aussi participer. Nous, on veut vraiment co-construire cette solution et donner la chance à tout le monde d'aider l'agriculture française dès la transition. Oui, alors justement, quand vous parlez de projets de résilience agricole, comment vous sélectionnez les agriculteurs, partenaires, ceux qui vont pouvoir bénéficier finalement de ce coup de pouce? Alors nous, on va avoir deux structures. Une structure purement commerciale, donc qui va vendre les cartes, et une structure d'intérêt général qui, elle, va présélectionner avec l'aide d'experts agricoles, donc la viabilité forcément agronomique et financière. Et ensuite, on va laisser les salariés et tous ceux qui souhaitent s'engager auprès de coup de pouce le choix de voter pour certains projets. Et on veut vraiment un ancrage régional. Donc selon les entreprises partenaires, on souhaite financer des projets dans la région et donner l'opportunité aux salariés, aux entreprises d'aller rencontrer l'agriculteur, de consommer ses produits, de créer du lien. Et nous, on veut vraiment mettre en avant ces sujets parce qu'on est persuadé que c'est très important de pousser en fait cette transition et la résilience pour tous les projets qui vont permettre à l'agriculteur de faire face au mieux aux aléas climatiques et financiers. Donc on le voit aujourd'hui, on a vraiment besoin d'adapter les exploitations. Est-ce que ce sont forcément des projets de transition vers le bio? Parce qu'on voit que le marché du bio, c'est pas si facile. Le lait bio, par exemple, il y a des surproductions de lait bio. Et donc pour ces agricultrices, agriculteurs qui font ce choix, ils ont d'autant plus besoin d'accompagnement? Comment vous l'évaluez? Nous, on a vraiment une vision globale, à la fois en termes d'entreprise, de commerce. On veut vraiment juste pousser à cette transition. Et quand je dis résilience agricole, c'est tous les projets qui vont aider l'exploitation à mieux faire face à l'aléa. Par exemple, des meilleures toitures contre la grêle. D'accord. Planter des arbres, faire de l'agroforesterie, par exemple, dans l'exploitation pour amener de l'ombre, avoir des panneaux solaires, avoir des ventilateurs contre le gel. Tout ce qui va permettre à l'exploitant de ne pas avoir le même aléa d'une année à l'autre et de mieux s'en sortir, de ne pas perdre sa récolte. Vous en êtes où? Le lancement est prévu pour quand? Pour très bientôt. D'ailleurs, j'invite tout le monde à essayer de nous soutenir sur ce lancement. Donc le 20 avril, on organise un événement à Lyon, au siège de Groupama. Donc on a la chance d'avoir dans les intervenants Time for the Planet, OE et donc des agriculteurs et agricultrices. Et donc on va distribuer la carte, avoir nos premiers ambassadeurs. Et donc un lancement cet été. On l'espère, avec des entreprises partenaires à la fois en Auvergne-Rhône-Alpes et dans toute la France. Merci beaucoup, Sophia Akhmatova, et bon vent à coup de pouce. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vais remercier Louise Perrin à la production et à la programmation, assistée de Marie Billat aujourd'hui. Au son, c'est Héloïse Merlin et à la réalisation, Raphaël Morel. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart. Salut.